Bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e masterclass du Startup Programme Mid-Cyr, organisée par l'équipe de Miracap et plus particulièrement celle de notre pôle accélération qui gère le programme Mid-Cyr. Merci chers intervenants d'être avec nous aujourd'hui. 11e masterclass sur le thème Entrée dans l'exportation, compréhension du marché, stratégie et procédure. Un thème qui semble beaucoup intéresser, si j'en crois le nombre d'auditeurs avec nous aujourd'hui. Bienvenue Rita, Mia, Kenny, Arnaud, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc comme je le disais, notre masterclass porte sur le thème Entrée dans l'exportation, compréhension du marché, stratégie et procédure. Elle fait suite à notre précédente masterclass, elle-même intitulée Vendre ses produits sur le marché malgache, stratégie, canaux et implémentation, de telle sorte qu'en consultant les deux attentivement, nos entrepreneurs auront les premiers outils, les premières informations, les premiers contacts nécessaires pour vendre localement ou à l'international, nous l'espérons. Dans le cadre du Startup Programme Mid-Cyr, nous avons organisé une dizaine de masterclass sur des thèmes clés qu'on essaye de faire le plus pratique possible avec des intervenants qui sont ancrés dans la réalité de l'entrepreneuriat, du monde des affaires, de l'accompagnement des entrepreneurs. Ça sera largement le cas aujourd'hui. Des masterclass que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, sur la digitalisation des PME, sur l'entrepreneuriat comme levier d'amélioration des conditions de vie des communautés locales et la conservation environnementale, sur la notoriété de marque, enjeu central pour la pérennité des entreprises, sur la culture d'entreprise, sur la relation entre entrepreneurs et investisseurs, sur les enjeux et les défis du passage à l'échelle, comme je le disais tout à l'heure, sur les méthodes, les outils, les stratégies, les canaux pour vendre ses produits sur le marché malgache, ou encore une masterclass qui avait également suscité beaucoup d'intérêt sur les stratégies et les méthodes pour bâtir un projet agro-industriel solide à Madagascar. Donc toutes ces masterclass sont disponibles sur notre page YouTube, la page YouTube de Miracap, ainsi que sur la page Facebook de Miracap et du Startup Programme Mid-Cyr. Sur ce Startup Programme Mid-Cyr, justement, je voulais faire un rappel sur la mission et la philosophie. Il s'agit d'un programme que Miracap a co-créé avec l'agence internationale, l'agence des États-Unis pour le développement économique, USAID. Donc le Startup Programme Mid-Cyr, c'est un programme qui vise à soutenir le secteur privé dans la conservation de la biodiversité et à promouvoir le développement économique des communautés locales. La volonté de Miracap à travers ce programme, c'est d'identifier quelques champions de l'entrepreneuriat, de les faire travailler en écosystème, de les faire collaborer entre eux, de les faire collaborer avec d'autres entreprises, de les faire collaborer avec des institutions. Et c'est justement le sens de cet accompagnement que nous fournissons, qui se base sur des financements, des renforcements de capacités, des mises en relation. Et cette masterclass en est le témoin, puisque le sujet ici, c'est vraiment de permettre à un maximum d'entrepreneurs d'avoir accès à des informations pertinentes, d'échanger entre eux et d'échanger avec des acteurs clés de l'appui à l'écosystème entrepreneurial. Sans plus tarder, je vais laisser à nos participants l'occasion de présenter leur parcours, leurs institutions, leurs entreprises et surtout leur vision du thème qui nous rassemble aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Rita Andiamiarsou, qui est responsable des relations avec les entreprises au sein de la CCIFM. Merci Rita. Mia Radzon, cofondatrice de MC Ingrédients. Merci Mia. Kenny Raharson, qui est country représentative Madagascar de USAID Africa Fair Trade. Également ancien directeur de la stratégie à l'AMCHAM. Merci Kenny. Et enfin Arnaud Gallois, CEO, directeur général de l'entreprise Gallois Cisal. Merci Arnaud d'être avec nous aujourd'hui. On va attaquer, on va rentrer dans le vif. On a aujourd'hui deux entrepreneurs, deux institutions actives dans le soutien
aux entrepreneurs, aux entreprises qui souhaitent développer leur réseau d'affaires à l'international, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou sur le continent africain. Je propose de commencer par donner un panorama à la fois large et synthétique et en même temps, je l'espère, le plus précis possible, le plus activable possible, finalement des sujets, des grands sujets qui doivent être abordés par un entrepreneur, une entreprise quand elle veut aller à l'export. Et pour ce partenariat, pour ce panorama, je propose à Rita de démarrer. Merci Rita. À toi la parole. Merci Emmanuel et merci pour cette belle initiative déjà. Donc Rita Ndiamersou, responsable de relations avec les entreprises et à la fois maintenant responsable appui aux entreprises à la CCIFM, Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar. Donc une de notre missions principales et l'accompagnement des entreprises pour le développement de leur activité, aussi bien nationale qu'à l'international. Et depuis 2006, nous avons eu un projet qui s'appelle Cap Export, qui accompagnait justement les entreprises qui souhaitaient se développer à l'international. Et donc, pendant 10 ans, on accompagnait les entreprises. J'étais dans ce projet donc pour accompagner les entreprises pour se développer à l'international. Alors, une des missions de la CCIFM, c'est vraiment de pousser d'ailleurs les entreprises vers l'entrepreneuriat et vers l'international. Mais en général, les entreprises ont des difficultés pour justement entrer à l'international, à l'exportation, qui est d'ailleurs le vif de notre sujet aujourd'hui, l'exportation. Alors les entreprises, pour aller à l'exportation, tout le monde veut exporter, tout le monde veut vraiment s'élargir, exporter. On sait que ça rapporte beaucoup plus que si on a un marché national, mais par expérience, on sait aussi que les entreprises qui débutent à l'exportation ne savent pas trop ou ne s'y attendent pas trop et donc du coup ont vraiment de difficultés et ont du mal vraiment à démarrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis un peu en place ce que nous appelons le diagnostic à l'export. Donc, tous les entrepreneurs qui souhaitent vraiment aller à l'exportation, est-ce qu'ils se sont déjà posé des questions s'ils sont vraiment prêts pour aller à l'exportation? Alors, par exemple, est-ce que, s'il veut se faire de l'exportation, c'est sûr qu'il a déjà des produits. Est-ce que les produits sont bien développés? Est-ce que les produits sont bien testés déjà au niveau national? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui va pas avec ces produits? Est-ce que ces produits ont de la valeur ajoutée par rapport à ses concurrents? Il doit se poser beaucoup de questions. Après, pour exporter, est-ce qu'il sait où il veut exporter, dans quel pays il veut aller? Et par rapport à ce pays, est-ce qu'il sait les normes exigées par ce pays, les différentes conditions d'accès dans ce pays? C'est toutes ces questions. Après, qu'en est-il de la logistique? Comment il va acheminer ses produits pour aller vers ce marché? Il doit poser toutes ces questions. Alors, si je résume un peu, donc il doit vraiment être sûr et connaître bien ses produits, la qualité, le point fort, la chaîne de production. Est-ce qu'il arrivera à assurer le volume demandé une fois qu'il pourra bien effectuer son exportation? Est-ce qu'il connaît bien son marché, le marché, avec toutes les conditions nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de conditions. Il y a les normes et réglementations exigées, par exemple. Il y a les tarifs douaniers et tout ça. Il y a également les différentes barrières par rapport à chaque pays et beaucoup de barrières non tarifaires qu'il faut vraiment voir. Donc tout ça, est-ce qu'il s'est posé la question? Après, il y a toute la partie logistique et qui entre bien dans la partie commerce international, au moins si l'opérateur
n'a même pas fait de commerce international, ça ne peut pas être vraiment un grand obstacle, mais au moins il doit s'investir en ressources. Voilà, donc pour répondre à tout ça, il est très important, à mon avis, pour l'entrepreneur déjà de s'informer, d'avoir toutes les réponses à tout ça. Et c'est sûr que s'informer ne suffit pas, mais vraiment se former par rapport à tout ça. Et c'est d'ailleurs la raison d'être des organismes d'accompagnement comme la CCIFM ou d'autres organismes, les différentes associations sectorielles qui peuvent donner plus de précision, plus d'informations par rapport à un secteur défini. Pour le cas de la CCIFM particulièrement, on est quand même très multisectoriel, mais au moins se former, avoir toutes les réponses à tout ça, oser également et vraiment être prêt à investir parce que exporter aussi, c'est de l'investissement. Et donc, vraiment investir et enfin réseauter. Parce que tout ça, il y a le réseautage qui peut vraiment, un entrepreneur qui veut vraiment aller plus loin, peut bien aller plus loin avec le plus grand réseau possible de partenaires, de bailleurs, et même pour avoir juste les différentes informations par rapport à son entreprise, à ses produits, à ce qu'il veut faire. Donc voilà, en gros, ce que je vous dis là maintenant. Après, en fonction de discussions qui suivront, vous pouvez encore poser les questions. Je vais peut-être laisser la parole à mes amis déjà pour continuer. Merci beaucoup Rita. Et finalement, tout le monde veut exporter, ça a l'air d'être très compliqué. Ça commence dans les produits, dans la stratégie. On parle de logistique, on parle de connaissance du marché export, de normes et de réglementation. Juste revenir sur concrètement, vous, la CCIFM, quels sont les supports que vous proposez dans ce chemin compliqué des entrepreneurs vers l'export ? Alors, ce que nous, on propose à la CCIFM, c'est vraiment un accompagnement. En fait, on a deux sortes d'accompagnement. Soit un accompagnement pour ceux qui exportent déjà, les exportateurs confirmés. Donc, pour eux, c'est vraiment, on appuie surtout sur la partie, sur des parties spécifiques en fonction des demandes. Par exemple, ils souhaitent prospecter. Donc, nous, on les appuie dans ce sens-là, prospection de marché, mission de prospection, participation à des salons ou des foires. Ça, on a vraiment une bonne expérience par rapport à ça. Organisation de mission d'entreprise. Donc là, c'est vraiment axé plus à la recherche de marché et également à la normalisation, mise aux normes des services ou des produits. Certification, donc à partir des formations que nous on propose. Et à la CCIFM en général, nous on donne surtout des conseils techniques et financiers quand on a l'appui des bailleurs de fonds. Et la seconde partie, c'est l'accompagnement pour ce que nous appelons les primo-exportateurs, ceux qui souhaitent vraiment débuter dans l'exportation. Alors, pour ceux qui souhaitent débuter dans l'exportation, donc, on met en place, on accompagne déjà par groupe, dans un premier temps, à partir d'un diagnostic à l'export. Donc, on fait un petit diagnostic par rapport au chef d'entreprise. À l'issue du diagnostic, il y aura un résultat. Donc, on verra si l'opérateur est vraiment prêt à aller plus loin dans l'exportation ou s'il n'est pas encore vraiment prêt. Si déjà, au début du diagnostic, il n'a même pas encore de produit à proposer, pourquoi continuer? Il faut d'abord qu'il ait quelque chose de prêt. Sinon, pour ceux qui sont déjà prêts, donc on commence par des formations, des séries de formations. Formation par rapport à la production, formation par rapport à la vente et commercialisation, par rapport à la négociation, et par rapport à tout ce qui est commerce international, mais des formations pas académiques, hein, mais vraiment des formations très terre à terre et pragmatiques. Et après, s'il faut
s'il leur faut une étude de marché, donc on les aide à faire des études de marché. Ce n'est pas la CCFM qui fait les études de marché, mais nous, on travaille avec des partenaires dans chaque pays, comme la CCFM fait partie du grand réseau de la CCI France Internationale. Donc, il y a 116 chambres de commerce dans ce grand réseau, dans chaque pays, dans plus de 95 pays. Et donc, on travaille avec ces partenaires pour les différentes informations ou les différents services qu'on demande, y compris justement l'étude de marché. Donc, on prévoit ça pour les entreprises qu'ils souhaitent. Et notre accompagnement se terminera vraiment jusqu'à leur première exportation pour les primo-exportateurs. Et donc, à la fin, ils seraient vraiment capables de faire leur première exportation et c'est à ce moment-là qu'on va les lâcher. Merci. Merci beaucoup Rita, très clair et je crois que de nombreux entrepreneurs ont envie de pousser la porte de la CCIFM pour bénéficier d'informations, de formations, de diagnostics, de réseaux et on a entendu potentiellement de financement quand il y en a pour aller sur le chemin de l'export. Parlons très concrètement aujourd'hui du chemin de l'export vécu par des entrepreneurs. Mia, donc qui est cofondatrice et directrice générale de MCI, une entreprise qui, je crois, ne fait que exporter. Alors, tu me contrediras peut-être. En tout cas, une entreprise qui exporte une grande partie de ses produits. Est-ce que tu peux nous présenter MCI, son histoire, votre vision, ce qui vous a amené à créer l'entreprise et comment elle se positionne aujourd'hui et veut se positionner demain sur les marchés export, les challenges que tu rencontres et comment tu y réponds. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, à toute l'audience et surtout au panel qui sont présents aujourd'hui, dans Kenny que je connais et qu'on a déjà aussi travaillé ensemble. Voilà, je suis Mia, cofondatrice de MC Ingredients. On est une société dans l'agribusiness. La majorité de tous nos produits sont exportés. On a débuté en 2014, donc ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est dans le domaine de l'agroalimentaire, l'agro-industrie et puis du commerce international. On travaille dans les épices. Quand on parle d'épices, bien sûr, la vanille, le girofle, il y a aussi les huiles essentielles, il y a les plantes médicinales et les grains secs. On a développé l'exportation depuis 2014 en commençant par la vanille chez MC Ingredients. Aujourd'hui, je voudrais parler concrètement de tout ce que Rita avait énuméré comme point. Il y a la disponibilité des produits ou les chaînes d'approvisionnement qui, malheureusement, on dit toujours que Madagascar est un pays d'échantillons et que pour pouvoir vraiment assurer cette chaîne d'approvisionnement, on est obligé d'aller dans les chaînes de valeur, de développer les chaînes de valeur. Et ça, c'est ce que MC Ingredients se positionne aujourd'hui, c'est de vraiment être présente dans la chaîne de valeur, de créer des chaînes de valeur afin d'assurer ces approvisionnements. Il est vrai que oui, on commence à faire les exportations, les partenaires, les clients commencent à apprécier les produits, mais pour assurer après, c'est encore un challenge. Et ça, c'est le challenge de tous les exportateurs ici. On est face à des chaînes de valeur qui ne sont pas stables ou sont volatiles, malgré le fait qu'il y a quand même des productions. Quand on parle par exemple de la vanille ou du girofle, Madagascar est premier pays exportateur, par exemple pour le girofle. Il n'est pas le premier pays producteur, mais c'est des chaînes de valeur qui sont bien établies, mais malgré ça, on est face à des challenges parce que il y a le marché international. Et ça, c'est ce que on devrait toujours prendre en compte. On n'est pas le seul pays qui exporte, peu importe le produit. On n'est pas le seul pays qui exporte et on est face à des challenges au niveau du marché international. Donc, il y a la chaîne d'approvisionnement qui doit être assurée quand on est dans l'exportation, s'assurer de son stock, s'assurer de sa qualité, s'assurer aussi de
de son processing parce qu'il y a énormément de réglementation qui est dans la sécurité alimentaire ou le food safety. Dans ceux qui sont dans le domaine n'ont pas conscience. Et il y a peu de compagnies aujourd'hui, il y a peu de sociétés aujourd'hui à Madagascar qui sont certifiées sur les food safety, qui sont les HACP, qui sont les ISO, les normes ISO. Et ça, c'est déjà dans des domaines qui sont un peu plus avancés, mais c'est ça une vision qui devrait être adoptée par chaque société qui œuvre dans l'agroalimentaire, c'est d'assurer la sécurité de ce qu'ils exportent, et surtout dans les marchés comme l'Europe ou les États-Unis. Il y a les réglementations et les normes que Rita avait mentionnées aussi. Et en termes de logistique, pareil, il y a des réglementations dans ceux qui veulent entrer dans l'exportation n'ont pas encore conscience et qui sont très contraignants. En Europe, par exemple, pour exporter en Europe, on doit être enregistré REX. Il y a ce qu'on appelle un numéro REX où on doit aller s'inscrire à la douane. Et c'est un numéro qu'on doit mettre dans tous les documents qui vont être à l'export pour qu'il y ait une traçabilité derrière à la douane du pays qui va recevoir le produit. Donc il y a cela pour exporter en Europe. Et puis après pour les États-Unis, donc Kenny va expliquer après, il y a la FDA, Food and Drug Administration, qui est une entité qui régit toutes les importations de tout ce qui est aliments ou agroalimentaire aux États-Unis. Pour pouvoir exporter aux États-Unis, c'est encore un parcours du combattant parce qu'il faut connaître un agent qui peut vous certifier, qui peut être garant. On appelle ça vraiment un garant aux États-Unis, qui va garantir votre société et qui va garantir les produits que vous allez exporter aux États-Unis. Et ça, il faut établir une relation au préalable avec un partenaire, avec un client, ou être accompagné par des agences telles que ATA. Pareil pour la CCIFM, par exemple, qui peuvent accompagner des sociétés pour que les sociétés soient dans les normes, dans les règles, avisées de tout ce qui est réglementation au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme guerre sur l'agroalimentaire en Europe. Les contaminants, les restrictions deviennent de plus en plus difficile à travailler. Il y a énormément de réglementations qui visent à limiter les risques alimentaires en Europe. Donc l'Union européenne met en place des normes, des réglementations. Et à des pays comme Madagascar où on n'a pas d'accompagnement sur tout ce qui est food safety, c'est difficile d'entreprendre dans ce métier sans accompagnement et surtout sans le soutien des institutions. Après, il y a les tarifs douaniers et les tarifs de transport. Depuis Covid, on a vu une hausse des tarifs de transport qui est parfois impossible à travailler aujourd'hui parce que les marges que les exportateurs font deviennent de plus en plus restreints. Et ces tarifs ne vont pas s'améliorer parce qu'après Covid, les compagnies maritimes ont trouvé un autre subterfuge sur le problème de la mer Rouge. Donc, ils rallongent les transit times, qui sont le temps que les navires vont à des ports, que ce soit en Europe ou à d'autres pays. Et les tarifs augmentent de plus en plus. Et nous, ici à Madagascar, on est un peu pris au chantage par les compagnies maritimes. Et ça, il faut l'avouer, il faut le savoir, que c'est des tarifs qui sont énormes, qui ne nous permettent pas de travailler. Et ça, il faut prendre en compte quand on est dans les exportations. Les tarifs douaniers, les tarifs de transport.
Et il y a aussi les différentes destinations, les différents clients qui sont dans différents domaines qu'il faut prendre en compte. Et toutes ces choses-là doivent être réalisées, doivent être prises en compte par l'exportateur. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des institutions et des groupements qui accompagnent les entrepreneurs et qui se battent auprès des entrepreneurs pour qu'on ait un minimum d'accompagnement. Parce que être seul dans ce métier, c'est pas évident. Et je sais pas pour toi, Arnaud, mais vraiment, nous, chez MC Ingredients, on frappe à la porte de tout le monde pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir être soutenu, parce que c'est devenu très, très difficile aujourd'hui. Merci beaucoup de cette présentation, Mia, qui complète très bien celle de Rita. Alors, sans surprise, j'ai quelques questions pour toi et je voudrais peut-être revenir d'abord sur ton histoire d'entrepreneur avec l'export. 2014-2024, ça fait 10 ans. J'imagine que c'est 10 ans de succès et aussi parfois de difficultés. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter concrètement comment ça a démarré l'export chez MCI? Comment vous êtes d'abord allé à l'export? Comment vous y êtes pris concrètement? Ça, c'est ma première question. Comment ça a évolué depuis? Est-ce que vous êtes déjà cassé les dents? Est-ce que vous avez déjà eu un gros problème dont tu pourrais nous parler et comment vous l'avez géré? Et enfin, très concrètement, aujourd'hui, tu disais que vous vous tourniez vers beaucoup d'institutions. Concrètement, vous vous tournez vers qui et qui vous aide? Voilà, donc un peu d'histoire, les difficultés que tu as rencontrées et vers qui vous vous tournez pour gérer les challenges et les difficultés. Pour l'histoire de l'exportation, en fait, j'ai fait mon MBA en Inde en 2010-2012. Et quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte que les épices, c'est une culture en Inde. Et je me suis dit, oui, Madagascar, c'est un pays producteur d'épices. Je voudrais être dans ce métier. Et je me suis aussi rendu compte que peu importe s'il y a des guerres, s'il y a des nouveaux fashions, tout ça, les gens, ils vont toujours manger. Donc, je me suis dit, oui, je vais aller dans l'agroalimentaire parce que oui, les gens auront toujours besoin de manger, peu importe ce qui se passe dans le monde. Et en rentrant à Madagascar, je me suis directement tournée vers cette étape-là. Et j'ai rencontré mon partenaire où on avait les mêmes visions. On avait aussi les mêmes niaques de réussir dans un environnement aussi challenging que Madagascar. Et on a débuté dans la vanille. Et heureusement, à l'époque, on avait un client américain qui nous a aussi soutenus dans la vanille. À l'époque, la vanille coûtait $25. Et 3 ans après, c'était à $400. On avait un super wave, on va dire, où on a surfé. Et ça, c'est un des meilleurs moments en tant qu'entrepreneur. En termes de challenge, waouh! Pareil, quand la vanille est à $500 et du jour au lendemain descend à 250, tu peux vraiment voir toutes tes visions défiler devant toi en te disant, OK, maintenant, on surfe sur la vague qui va redescendre. Et heureusement, dès qu'on était vraiment là où la vanille était à son summum, on a commencé à diversifier. On a diversifié les produits, on a diversifié les chaînes de valeur et on a pu atterrir sur une vision d'entrepreneuriat qui est dans la diversification et qu'on a commencé aussi à se tourner vers tout ce qui est développement durable, de travailler avec nos producteurs, de créer des coopératives. Et face à ta question vers qui on s'est tourné avec USAID, avec un projet qui s'appelle MICAD, où on a eu
On a eu leur soutien sur la formation des coopératives et dont on a pu assurer aujourd'hui que ce soit traçabilité, certification et tout ce qui est développement durable. On a aussi commencé à se mettre dans la tête que oui, il ne s'agit pas seulement d'entrepreneuriat, il s'agit aussi de la communauté avec lesquelles on travaille. Donc on est allé vraiment profondément dans les chaînes de valeur, travailler avec les communautés, travailler avec les producteurs et les soutenir, renforcer leurs capacités, les certifier, vraiment travailler main dans la main avec les producteurs. Et ça nous a beaucoup réussi parce que aujourd'hui, on a notre département RSE qui assure vraiment cette continuité, qui assure vraiment aussi derrière l'image de notre entreprise, qu'on n'est pas juste une entreprise d'exportation. On a aussi nos projets sociaux et environnementaux. Et ça, on n'en parle pas juste comme ça, on peut le prouver avec des chiffres. Et c'est une de nos fiertés aujourd'hui en tant que société, de pouvoir dire que oui, il n'y a pas que ce business. Il y a aussi d'autres choses à part. Merci beaucoup. Une dernière question très brièvement. Aujourd'hui, quels sont tes marchés export les plus dynamiques et pourquoi ? Le marché export le plus dynamique pour MC Ingredients aujourd'hui, 60% de notre volume va aux États-Unis, 40% entre l'Europe, l'Inde, Middle East, puis après l'Asie, Japon, Philippines, Singapour, tout ça. Ça fait une très grande diversité et Oui, j'imagine une beaucoup énorme d'échantillons. Merci beaucoup. Kenny, justement, on va parler peut-être d'États-Unis, d'Afrique de l'Est. Donc Kenny, au sein de USAID Africa Trade, vous jouez un rôle clé dans la promotion de l'internationalisation du secteur privé, des entreprises du secteur privé malgache. Je voudrais que tu nous expliques un peu ce que vous y faites. Quelle est votre vision pour le développement de l'exportation? Quelle chaîne de valeur vous privilégiez? Vers quel type de pays vous souhaitez orienter les entrepreneurs et pourquoi? Quel type d'appui vous fournissez aussi? Puis n'hésite pas à faire le lien avec tes précédentes fonctions au sein de l'AMCHAM pour donner un panorama assez général de la vision et des challenges d'exportation sur ces marchés, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Ok, bonjour tout le monde. Merci Emmanuel de m'avoir donné la parole et merci à Miracap de m'avoir invité pour ce masterclass d'aujourd'hui. Donc je suis Kenny Rarson, je représente un programme de l'USAID qui s'appelle Africa Trade and Investment Southern Africa. Donc ça fait partie d'une initiative plutôt continentale, Afrique. L'objectif étant de promouvoir les investissements en Afrique, de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays africains et aussi les échanges commerciaux entre les pays africains et les États-Unis. Donc, puisque Madagascar a été incluse dans la région Afrique australe, donc on fait partie de cette initiative régionale qui s'appelle Africa Trade and Investment Southern Africa. Donc brièvement, c'est un programme de 4 ans qui a commencé en octobre 2022, qui va se terminer en septembre 2026 s'il n'y a pas de renouvellement. On opère sur 10 pays de l'Afrique australe, y compris Madagascar. On a 2 principaux objectifs. Le premier, c'est de augmenter les exportations de ces 10 pays-là vers l'Afrique du Sud. Et le second étant de booster l'utilisation de l'AGOA, ce qui est un régime préférentiel pour les exportations vers les États-Unis, afin que ces 10 pays de l'Afrique australe puissent augmenter leurs exportations vers les États-Unis. Quand on parle de chaîne de valeur, donc pour la première année d'implémentation du programme 2022-2023, on s'est focalisé sur tout ce qui est produits agricoles et alimentaires,
Donc ça inclut les épices de Mia, ça inclut tout ce qui est produit fini, déjà prêt pour la consommation. Pour la deuxième année, depuis octobre 2023, on a commencé à étendre un peu le scope de nos activités. Donc on a commencé à travailler avec des entreprises dans les secteurs textiles, artisanat. Et dans tous ces produits qui ont, je dirais, un potentiel à l'exportation vers les deux marchés cibles, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Donc ce qu'on fait, effectivement, c'est de... Qu'est-ce qu'on fait pour booster ces exportations vers les deux pays? Donc il y a plusieurs activités que nous supportons donc à travers ce programme, par exemple. Il y a des opportunités de B2B, là où on sélectionne des entreprises qui sont déjà exportatrices ou des entreprises qui sont déjà prêtes pour les exportations, afin qu'ils soient mis en relation avec des potentiels clients, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud. Nous soutenons aussi la participation à des foires internationales, qui est selon nous une des méthodes les plus privilégiées pour pouvoir avoir accès au marché international. Donc on est un peu focus sur les États-Unis, sur les foires. Donc on privilégie le secteur agricole, secteur alimentaire. Donc chaque année on soutient la participation à une foire qui s'appelle Summer Fancy Food Show à New York, tous les mois de juin de chaque année. Et aussi on a soutenu la participation au Sourcing at Magic pour les secteurs textiles, apparel et artisanat aussi, donc en février dernier. Donc pour le dernier Summer Fancy Food Show, on a eu une délégation assez grande de 10 exposants malgaches à New York. C'était en juin dernier. Et en février, on a eu 13 entreprises dans les secteurs textiles et artisanat qui ont voyagé à Las Vegas pour le Sourcing at Magic. Sinon, il y a aussi des missions d'acheteurs qu'on aimerait soutenir, c'est-à-dire qu'au lieu des entreprises malgaches aller vers les marchés cibles, c'est de ramener les potentiels acheteurs à Madagascar pour qu'ils puissent rencontrer les fournisseurs à Madagascar. Sinon aussi, par rapport aux exigences des marchés, on est conscient que les certifications sont très importantes pour avoir accès à ces marchés-là. Il y a des clients qui demandent des certifications pour pouvoir acheter chez vous. Et on sait que ces certifications-là sont assez coûteuses et prennent du temps. Donc il y a un volet dans notre programme aussi qui permet à certaines entreprises qui ont été sélectionnées de bénéficier d'un appui par rapport à la certification. À part ça, comment est-ce qu'on peut travailler avec nous? Donc déjà, on travaille surtout avec des entreprises qui exportent déjà. Il faut être honnête, même si USAID n'est pas, même si la structure n'a pas de vocation lucrative, on a quand même besoin d'un retour sur investissement. Donc si on finance une entreprise, c'est qu'on attend des résultats au niveau de ces entreprises-là par rapport à leur réalisation en termes d'exportation vers les deux pays. Donc, soit l'entreprise est déjà exportatrice, même si l'entreprise n'exporte pas encore vers les États-Unis ou vers l'Afrique du Sud, mais ils sont déjà présents dans d'autres marchés. Soit l'entreprise est déjà prête pour l'exportation. Comment évaluer si une entreprise est prête pour l'exportation? Donc, il y avait l'USAID Africa Trade and Investment Hub, qui est le précédent programme qui a développé ce qu'on appelle le Cross-Border Trade Toolkit. Donc, il y a les critères que l'USAID a définis pour pouvoir évaluer si une entreprise est prête pour les exportations. Ça, c'est disponible déjà sur le portail d'information commerciale par le ministère du Commerce. Ce toolkit-là, il est disponible en langue anglaise, en langue française et en langue malgache, que vous pouvez télécharger à travers le site. On travaille aussi avec les groupements d'entreprises surtout
des groupements d'entreprises qui sont déjà exportatrices comme Cimabio, comme GM dans les huiles essentielles. Et voilà, les soutiens que nous donnons, on les donne à des entreprises qui ont été sélectionnées. C'est-à-dire que on ne peut pas financer tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, quelles sont les entreprises qui sont vraiment prêtes pour les marchés, qui sont déjà, qui ont un potentiel pour nous aider à atteindre nos objectifs en termes d'indicateurs. Donc, il faut être prête pour ça. Et aussi, j'aimerais mentionner ceci. Qu'est-ce qu'on n'est pas? Déjà, on n'est pas une base de données de clients. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent et qui nous demandent est-ce que vous pouvez me donner une liste de clients pour la vanille, par exemple. Là, on n'est pas en mesure de vous donner ça parce qu'on n'a pas cette base de données. Et même si on a des contacts de clients, ce sont des clients de nos partenaires. Donc, on ne peut pas donner ça. Et on n'est pas une agence qui donne des financements, qui reçoit des demandes spontanées de financement, comme quoi, par exemple, on veut participer à une foire à New York quelconque. Est-ce que vous pouvez nous aider dans cette initiative? Donc, on n'accepte pas les demandes spontanées de financement. Par contre, il y a des opportunités de financement à travers notre programme et il faut suivre ça à travers nos canaux de communication, le site web et surtout à travers les groupements auxquels l'entreprise appartient. Donc, il faut répondre à ces demandes de financement quand ils sont publiés. Après, peut-être que je vais poursuivre quand il y aura des questions, mais voilà en gros ce qu'on fait dans notre projet et j'espère que ça a été helpful. Non, c'était très éclairant, merci beaucoup et très complémentaire également de l'approche de la CCIFM. Quelques questions, Kenny, et peut-être une petite provocation pour commencer. Moi, j'ai l'impression que dans les foires à l'international, quand on promeut les produits malgaches, on voit toujours les mêmes entreprises. Est-ce qu'il y a un renouvellement et sinon, pourquoi? Est-ce que tout simplement, on n'a pas assez de filières et d'acteurs dans ces filières prêts pour l'export, comme tu le disais? Oui, oui, très bonne question et très bonne remarque. Effectivement, quand on voit les entreprises qui participent à des foires, que ce soit à Biophare en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, on voit presque toujours les mêmes têtes. Pourquoi? Je pense que ça dépend vraiment des entreprises. C'est l'entreprise qui est prête à y aller. Parce que participer à des foires, c'est assez coûteux, déjà. Il faut avoir tout ce qui est capacité technique, capacité financière, et c'est pas tout le monde qui a, c'est pas toutes les entreprises qui ont ces capacités-là. Comme je l'ai dit, au niveau de notre programme, on sélectionne. Donc, on fait des appels à manifestation d'intérêt qui veut y aller, et c'est à partir des demandes reçues que nous allons sélectionner et baser sur certains critères. Les critères, c'est surtout par rapport à la capacité de production. Est-ce que l'entreprise, si elle va aux États-Unis, est-ce qu'elle va pouvoir répondre à la quantité demandée par un client? Par rapport au background en termes d'exportation, est-ce que l'entreprise a déjà eu des expériences au niveau des exportations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs? Est-ce que l'entreprise est prête à collaborer avec l'USAID aussi pour pouvoir faire un suivi de ce qui s'est passé après la participation à ces salons-là? Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise va nous dire, on a quand même signé un contrat avec un tel client sur telle quantité de marchandises évaluée à tel million de dollars ou à tel millier de dollars. Et après aussi, est-ce que le produit, il est recherché par le marché cible? Bon, ça déjà, l'entreprise doit être capable d'identifier que c'est un produit à fort potentiel dans le marché cible. Il faut
faire des recherches sur Internet. Qu'est-ce qui s'exporte? Qu'est-ce que les États-Unis importent? Qu'est-ce que l'Afrique du Sud importe? Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à un produit particulier? Il ne s'agit pas d'avoir un produit, d'avoir une capacité de production, mais est-ce que c'est un produit qui est demandé au niveau du marché cible? Donc, il y a quand même quelques critères que nous regardons avant de sélectionner ces entreprises-là. Et malheureusement, c'est toujours les mêmes entreprises qui apply, comment on dit ça, qui soumettent des candidatures. Et il y a des entreprises qui n'ont malheureusement pas encore cette readiness à exporter, à être présent dans les marchés cibles. Il y a aussi tout ce qui est certification. Est-ce que, comme Mia a dit tout à l'heure, est-ce que l'entreprise est déjà enregistrée au niveau du FDA? Si on parle des États-Unis, ça aussi, ça fait partie des critères. Et on comprend bien à travers vos interventions à tous les trois à quel point, et je pense que Arnaud complétera bien, à quel point l'expérience et le temps long jouent énormément dans le développement des marchés export. Une question peut-être très précise. Aujourd'hui, quels sont selon votre expérience institutionnelle, quels sont les produits et les approches qui marchent à l'export concrètement? Est-ce que tu as en tête des approches, des types de produits, des types de filières qui aujourd'hui marchent, sont demandés, se développent, sont dynamiques avec des approches et pourquoi? Et est-ce que vous avez déjà une vision de choses qui pourraient marcher et qui sont insuffisamment exploitées selon vous? Oui, merci Emmanuel pour cette question. Alors, si on regarde les données statistiques, donc les États-Unis actuellement, c'est la seconde plus grande destination des exportations de Madagascar, après la France. Qu'est-ce que Madagascar exporte vers ces deux pays-là? C'est surtout la vanille, quelques épices, les girofles, quelques épices comme le poivre. On exporte un peu d'huile essentielle aussi vers les États-Unis. Mais surtout, ces dernières années, si la vanille a été toujours le leader en termes de produits exportés vers les États-Unis, actuellement, c'est le produit textile, ce sont les produits textiles, apparel. Pourquoi? À cause, je dirais, en termes de valeur, c'est surtout à cause du prix de la vanille qui a baissé de façon significative. Donc ces produits-là, pourquoi on se focalise sur ces produits-là? Parce que ce sont des produits auxquels nous avons, je dirais, un avantage compétitif à Madagascar. Après, qu'est-ce qui est recherché? Tout ce qui est healthy. Donc, tout ce qui est noix, c'est recherché. Noix de cajou. Est-ce qu'il y a des snacks qui sont healthy? Tout ce qui est fruits séchés aussi, ils recherchent ça. Il faut être compétitif par contre parce que nos produits sont réputés chers par rapport aux par rapport aux autres pays, même si pour les fruits séchés, si un acheteur vient à Zambie pour le même produit à Madagascar, ils arrivent à trouver à moitié moins cher. Donc tout ça, c'est des produits qui sont à fort potentiel. Là aussi, je pense que l'artisanat aussi a tout ce qui est raffia, tout ce qui est handmade. Et il faut dire que les États-Unis sont très sensibles à tout ce qui est storytelling. Ça vient d'où ce produit-là? Est-ce que ça emploie des femmes? Est-ce que dans tout ce qui est impact aussi au niveau des communautés locales, etc. Quelle est l'histoire derrière le produit? Ça aussi, c'est très important pour les Américains. L'histoire, le prix, les quantités, la qualité, c'est dur à concilier tout ça. Merci beaucoup Kenny. On va enchaîner, on va revenir à la perspective entrepreneuriale dans le temps long d'ailleurs, parce que je crois que ça fait au moins 100 ans que vous exportez chez Gallois, voire plus. Merci Arnaud d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que t'inspire ces interventions et aujourd'hui comment l'entreprise Gallois, qu'est-ce que vous faites déjà
comment vous êtes allé à l'export, comment vous vous y positionnez aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous en tirez, quelles sont les approches que vous développez. Merci. Merci déjà à Emmanuel et à toute l'équipe de Miracap d'avoir organisé cette masterclass. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'aurais aimé moi aussi avoir accès à ce genre de ressources, avoir accès à ce genre de personnes auxquelles on n'a pas forcément accès quand on commence. Merci aux intervenants qui ont pris la parole avant moi. Et ça, c'est le reflet, je pense, de cette masterclass et de l'initiative que veut instaurer Miracap, c'est de rappeler aux entrepreneurs que vous n'êtes pas tout seul. On a trop souvent tendance à penser qu'il faut faire les choses seul, que ça aura de la valeur que si on y arrive seul. Mais les institutions qui sont là, les autres entrepreneurs viennent nous montrer que vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes galères que vous, des personnes qui ont les mêmes problématiques, et des institutions qui se créent spécialement pour vous accompagner et vous aider à passer à l'étape d'après et répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas forcément les réponses. Alors pour ma part, donc Arnaud Gallois, moi ça fait 5 ans maintenant que je suis rentré à Madagascar pour reprendre les établissements Gallois-Cisal, une entreprise familiale qui est présente à Madagascar depuis 124 ans cette année. Donc je suis la 4e génération et on fait essentiellement de la production et de l'exportation de produits agricoles. Notre produit phare, c'est le sisal, c'est une plante qui vient originellement du Mexique et dont on récupère la fibre. À la base, c'était pour faire des cordes. Et notre marché principal, la totalité du sisal exporté depuis Madagascar était destiné à la France. C'était les agriculteurs français qui récupéraient la fibre pour enrouler les bottes de foin dans leurs champs. Puis est arrivé le plastique, qui est beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus simple d'accès. Et donc le marché français a refusé de continuer de travailler avec Madagascar. Et c'est là qu'on a décidé de s'orienter vers d'autres marchés. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on utilise la fibre de sisal pour 3 industries. L'industrie automobile, qui vont utiliser la fibre de sisal comme remplacement de la fibre de verre. Pour tout ce qui est matériaux éco-composites, donc certains constructeurs comme BMW ou Mercedes vont utiliser du sisal dans leurs pare-chocs, dans leurs portes de voiture ou dans les tableaux de bord. Dans l'industrie, enfin dans la construction immobilière, au Maghreb et en Arabie Saoudite, de plus en plus, on va utiliser du sisal pour faire des placos, pour de l'aménagement de l'intérieur, pour faire des tapis. Et de plus en plus aussi dans la papeterie et la décoration de manière générale, pour tout ce qui est papier recyclable, papier filtre à cigarette. Ou billets de banque. Il y a beaucoup de billets de banque en Asie du Sud-Est qui vont utiliser du sisal pour la cellulose qui est à l'intérieur. Donc voilà à peu près ce que font les établissements Gallois-Cisal et ce que j'ai repris. Et ce que ça m'inspire tout ça, c'est de reprendre un peu de hauteur. C'est vrai que là on a beaucoup d'aspects très concrets de comment rentrer dans l'exportation. Mais je tiens à rappeler que l'exportation, comme n'importe quel projet d'entreprise, doit s'inscrire dans la vision de l'entreprise, dans la vision qu'on souhaite développer. Et en fait, cette vision, ça va être le premier point que moi je souhaite développer. Il y a 2 autres axes. Deuxième axe, ça va être se connaître, enfin connaître son marché, connaître son entreprise et se connaître soi en tant qu'entrepreneur. Et finalement, le dernier point qui est le reflet encore une fois de cette masterclass, qui est la nécessité de s'entourer et de se faire accompagner, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire seul. Je reviens donc sur le cas de l'exportation qu'il faut inscrire dans la vision de l'entreprise. Trop souvent, quand on commence une entreprise, on ne doit pas forcément réfléchir au produit et se dire « mon but c'est de faire un produit ». En général, une entreprise qui va réussir, c'est une entreprise qui va répondre à un besoin du marché. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est une entreprise qui va structurer un ensemble de ressources limitées en vue de produire une réponse à ce besoin. Et les 2 autres points, c'est une entreprise qui dure. Ça, c'est l'ADN, par exemple, de notre entreprise. C'est une entreprise qui dure dans le temps. Juste se dire qu'on a fait de l'impact pendant 1 an et après s'arrêter là, ce serait dommage. Et le dernier point, c'est avoir de l'impact. Avoir de l'impact au niveau de la communauté dans laquelle on est présente, au niveau de l'environnement dans lequel on évolue, et aussi l'impact économique qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, en créant des emplois et en permettant à des gens de eux aussi se projeter dans leur vie personnelle. Donc en fait, la question à laquelle n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer dans l'exportation devrait se poser, c'est en quoi l'exportation vient s'aligner avec mon projet d'entreprise. Et si l'exportation ne vient pas s'aligner, il y a peut-être d'autres réponses. Il ne faut pas chercher à pousser tout de suite dans l'exportation, mais peut-être aborder d'abord d'autres aspects de son entreprise avant de parler du cas de l'exportation. Ce qui m'amène sur le deuxième point et que tout le monde a abordé ici, c'est de se poser des questions.
Quand vous commencez une entreprise, vous allez passer votre temps à vous poser des questions. Et il y aura beaucoup de questions sans réponse. Parmi ces questions, votre première question qui doit toujours se poser, c'est quel est votre marché? Qu'est-ce que vaut votre marché? Parce que votre marché, c'est ce qui va dicter votre survie. Votre marché, c'est lui qui décide qui va vous payer, comment vous allez être payé et en combien de temps. Donc vous devez toujours réfléchir et prendre vos décisions en vous demandant à quel besoin du marché je réponds, parce que dès que vous ne répondez plus à un besoin du marché, vous allez être remplacé et quelqu'un d'autre va venir prendre votre place. Deuxième question à se poser, c'est concernant son entreprise. Rita l'a évoqué tout à l'heure. On ne se pose pas suffisamment la question de est-ce que mon entreprise est structurée de telle sorte à ce que je puisse aller à l'exportation. Est-ce que question finance et trésorerie, j'ai les épaules pour le faire, ou sinon est-ce que je dois me faire accompagner pour ça? Et on reviendra dessus, mais Miaracap a énormément d'outils à sa disposition pour ça. Au niveau des ressources humaines, surtout à Madagascar, où notre avantage compétitif c'est de se dire qu'on a de la main d'œuvre pas chère, ben là il faut prendre les choses à l'envers et se dire est-ce que j'ai le personnel qualifié, compétent et qui comprend où je veux les emmener pour pouvoir aller faire de l'exportation ou n'importe quel projet entrepreneurial. Et ensuite, le cas clé quand on est, comme dans notre cas en B2B, c'est notre capacité de production. À quel point on peut évoluer en fait en termes de mise à l'échelle de sa production pour répondre à un besoin plus grand. Parce que le cas précis de l'exportation, c'est un passage à l'échelle. Quand vous êtes à l'échelle malgache, par exemple, vous allez produire 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, et vous allez être confronté uniquement à des acteurs locaux. À partir du moment où vous allez vous exporter, c'est toute la terre avec qui vous allez être en concurrence, donc avec chacun leurs avantages, chacun leurs inconvénients, et surtout la chose la plus importante, c'est vous, qu'est-ce qui va vous différencier et comment on saura en fait que c'est votre entreprise, votre produit qui va ressortir du lot. Autre aspect que j'aborde avec les mentorés du Startup Programme MITIR, c'est votre posture de dirigeant. Qui vous êtes en tant que personne va aussi énormément impacter la vision de votre entreprise. Pour mon cas personnel, même si c'est une entreprise familiale, dans entreprise familiale, il y a d'abord entreprise. Donc si demain la famille Gallois n'est plus à la tête de l'entreprise, mon but et mon objectif, c'est de faire en sorte que l'entreprise continue d'exister, même si nous, on n'est plus là en tant que famille. Et donc, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, où est-ce que vous voulez aller dans votre vie, quels sont vos projets de vie, de mariage, d'enfants et autres, ça va venir impacter la manière dont vous allez structurer votre entreprise. Et le dernier aspect, du coup, c'est s'entourer et se faire accompagner. Je le répéterai jamais assez, faites-le dans cet ordre. Allez d'abord vous poser la question sur votre vision, qui vous êtes, quelle est votre entreprise, et ensuite allez vous faire accompagner, vous faire entourer, parce que sinon vous risquez de vous faire embarquer dans des choses qui ne sont pas alignées avec ce que vous faites. Mais une fois que vous avez fait ça dans le bon ordre, toutes les institutions seront là pour vous aider à sélectionner vos projets, parce que vous-même vous serez en accord avec quelque chose que vous avez décidé au début. Et surtout que la tendance d'aujourd'hui, c'est d'aller de plus en plus vers des entreprises qui vont travailler ensemble, créer des partenariats, des synergies, parce que tout seul dans un monde mondialisé, on a de plus en plus de mal. Je reviendrai tout à l'heure si Emmanuel a des questions sur quelques exemples autour de moi de comment il y a eu des approches à l'exportation, des approches qui marchent toutes les trois, mais qui ont chacun leurs inconvénients et qui malheureusement, il y a des stratégies qui marchent mieux que d'autres, en tout cas dans une vision long terme et dans une vision résiliente, mais aussi pour vous rassurer sur le fait que l'exportation c'est quand même accessible. Quand on a un produit sur lequel on travaille, quand on vient répondre à un vrai besoin, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense, et lorsqu'on vient répondre à un besoin, il y a toutes les organisations et les institutions qui sont là pour nous accompagner. Voilà pour le petit panorama. Maintenant, s'il y a d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Non, d'habitude, je parle pas mal. Là, j'ai pas du tout envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de vous écouter parce que moi-même, j'apprends beaucoup de choses. J'espère non seulement que les entrepreneurs et institutions prennent des notes, mais aussi iront consulter dans un deuxième temps les nombreuses ressources que vous avez évoquées, notamment les diagnostics de préqualification pour l'export. Moi, je voulais très intéressé pour que tu rebondisses sur d'autres expériences que tu as vues qui fonctionnent sur l'export et qui n'ont pas nécessairement toutes 124 ans. J'ai deux questions. La première, pour rebondir sur ce sur quoi tu intervenais. La première, c'est sur le marché. Je te rejoins évidemment.
les entreprises, en tant qu'entrepreneurs, les entrepreneurs sont des gens à la fois visionnaires et déterminés et qui du coup ont le défaut de leur qualité, qui est de penser qu'ils peuvent adapter le monde à eux, alors qu'en fait c'est d'abord à eux de s'adapter au monde avant d'envisager de le changer, comme certains arrivent à le faire. On n'est pas tous Steve Jobs. Et il faut d'abord aller vers des marchés qui existent, qui nous attendent et qui sont en tension et répondre à des besoins. Toi, et qui changent par ailleurs fréquemment, avec sous l'impact de nouvelles tendances de consommation, sous l'impact de chocs, comme on a pu voir le choc de la Covid sur les chaînes logistiques et le commerce international, comme on peut voir l'impact de la crise du Yémen sur les délais et les coûts d'approvisionnement des produits vers les marchés. Comment on fait en fait quand on est à Madagascar, à 8000 km de la France, 15 000 des États-Unis, assez loin des côtes est-africaines et des grands clients internationaux? Comment on fait pour comprendre pour explorer, comprendre les marchés et en suivre les évolutions, et comment on s'adapte? Alors, déjà, comment on fait? On fait de son mieux. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est on fait de son mieux. On a une grande chance aujourd'hui, qui est d'avoir accès à Internet, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, et encore moins le cas à Vous Madagascar. n'êtes pas venu pour rien, on a accès à Internet. Avec une très bonne connexion. Voilà. Donc on a accès à Internet aujourd'hui, qui est une base de données et une encyclopédie énorme qui permet d'avoir accès à énormément de choses, dont les ressources de USAID et de la CCIFM. Donc la première chose, c'est déjà d'aller sur Internet avec toutes les ressources qu'on a au niveau des institutions, au niveau des forums, au niveau des plateformes de certains pays ou de certains continents pour pouvoir échanger. Moi, je vais donner peut-être l'approche des établissements gallois et de certaines autres entreprises sur comment elles font pour naviguer dans cet océan d'informations. Parce que c'est vrai qu'on a accès à l'information, mais on a beaucoup trop d'informations aujourd'hui. Il faut distinguer le vrai du faux et les informations qui vont nous aider. Nous, pour notre cas, aux établissements gallo-CISAL, c'était d'abord une entreprise qui existait sous la colonie. Donc en fait, c'était sous l'impulsion de l'administration française à l'époque qu'on a pu se lancer vers l'exportation vers la France. Et donc c'est là que moi je fais un premier parallèle, c'est qu'il faut s'aider des institutions, des administrations qu'on a sur place. Même si à Madagascar c'est compliqué, je suis le premier à le savoir, qu'on a du mal à naviguer avec eux et qu'on a l'impression qu'ils sont contre nous, il y a toujours un moyen et toujours une manière de faire pour faire avec les gens et non pas faire contre les gens. Pour notre cas, lorsque le marché français a arrêté de s'approvisionner à Madagascar pour le CISAL, on a dû faire un revirement de situation et chercher en fait un intermédiaire. C'est une pratique qui souvent est sous-estimée par les entreprises parce qu'elles ont peur de perdre de la marge dessus. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres avantages derrière. Dans le marché du CISAL, il va y avoir deux grandes entreprises historiques. Une entreprise allemande et une entreprise anglaise qui sont en fait des intermédiaires pour tout le marché de la fibre naturelle dans le monde. Donc il y a le CISAL, il y a la Jute, l'Abaca, le Raffia et tous les fournisseurs du monde et tous les clients du monde passent par l'intermédiaire de ces deux sociétés. Nous, notre but, c'était de se dire on a une capacité de production qui est suffisamment grande pour se dire qu'on va aller voir un intermédiaire qui lui va venir nous rassurer sur plusieurs aspects. Le premier aspect qui va venir assurer, c'est de pouvoir se concentrer, nous, sur notre métier, qui est de produire du CISAL depuis Madagascar et de pouvoir répondre aux besoins du client. C'est un autre métier que de devoir aller faire de la distribution, aller faire de la négociation et commercer. Et c'est là que justement, il faut se poser la question, où est-ce que je suis bon et où est-ce que je suis prêt à laisser ça à quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer d'assurer là où moi je suis bon. Ils sont venus nous rassurer sur ça. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la dilution du risque. Quand vous allez passer par un intermédiaire, l'intermédiaire va vous permettre de prendre en charge ce risque si jamais le bateau coule ou s'il y a des problématiques d'assurance. Vous allez être payé quand même et c'est lui en fait qui va prendre le risque si jamais il y a quelque chose qui arrive.
Et la troisième chose, c'est que vous allez bénéficier de son expérience et de son réseau. Rita l'abordait tout à l'heure, quand vous débutez, quand vous êtes petit, personne ne vous connaît. Mais si vous avez accès à quelqu'un qui est plus grand et qui a des portes ouvertes, là vous allez bénéficier de sa notoriété et de son expérience. Et c'est comme ça que petit à petit, le sisal de Gallois est devenu une référence dans le monde en termes de sisal parmi les meilleures qualités qu'on trouve. Donc même si c'est sous-estimé, même si on peut penser qu'on va perdre en marge, en fait ça va vous donner beaucoup d'autres avantages qui viennent remplir votre vision, d'où la nécessité de revenir à votre vision, où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire avec votre entreprise pour prendre les décisions qu'il faut. Tu voulais parler tout à l'heure d'autres approches Oui. sur l'export, vas-y. Donc une autre approche, une dame que j'ai rencontrée récemment, on va l'appeler Madame Rakout pour pas donner son vrai nom. Madame Rakout, elle a commencé il y a à peu près 5 ans la production de sisal dans une zone proche de la nôtre. Et elle a fait uniquement de la collecte de sisal. Elle a commencé ce projet et ensuite elle a trouvé un client via une plateforme au Maroc. Donc c'était un forum sur différentes entreprises qui avaient des besoins de sourcing en fibres naturelles. Elle a répondu à un des messages sur ce forum et elle a fait venir le Marocain pour venir la rencontrer sur place et voir l'exploitation. Le Marocain est venu et 1 mois plus tard, elle a fait des exportations au Maroc. Donc, tout ça pour vous dire que si votre produit répond à un besoin, vous pouvez exporter, mais il va y avoir des risques. Le risque, c'est que par exemple, dès que le Covid est arrivé, que les taux de fret sont passés de $2000 à $10 000, elle a arrêté d'exporter. Donc à partir du moment où elle traitait en direct et non plus via un intermédiaire, le Marocain, lui, voulait juste qu'elle puisse produire à temps pour remplir ses objectifs à lui. Et elle n'avait plus les moyens, ni de la trésorerie, ni les moyens financiers d'aller plus loin. Donc tout ça pour dire que c'est accessible, mais qu'il y a aussi des risques qu'il faut avoir en tête. Et un dernier exemple qui n'est pas lié cette fois au sisal, mais qui est lié à une autre activité que j'ai dirigée dans les algues. On avait une approche un peu comme dans le sisal, où on avait un client français qui nous achetait la totalité de notre production. Et vu que je n'avais pas les finances de mon père, ni de mon grand-père, je me suis dit il faut que je prenne les choses différemment et que j'envisage une vision différente pour la société. Et donc j'ai envisagé une joint venture. Et ça c'est un aspect que vers lequel j'aimerais inviter beaucoup plus d'entrepreneurs, c'est d'aller s'associer avec d'autres entrepreneurs qui ont une vision commune. Seul, vous allez avoir du mal justement à traverser tous ces obstacles, mais à plusieurs, ça peut être plus intéressant. Et la phrase que j'aime bien dire, c'est mieux vaut avoir 50% d'un grand gâteau que 100% de rien du tout. Et avec trop d'ego à vouloir rester seul, on a du mal à aller loin et à faire gros. Et aujourd'hui, moi, dans mon cas, dans les algues, on s'est mis en association avec d'autres actionnaires pour pouvoir passer de 300 tonnes de production à l'année à aujourd'hui quasiment 800 tonnes à l'année. Et ça continue de grossir, on bénéficie chacun de l'expérience et du savoir-faire de chacun. Donc apprenez à vous associer, c'est une démarche avec beaucoup d'humilité et qui demande aussi de se connaître énormément pour ne pas se faire non plus manger. Mais c'est aussi une approche qui est trop peu sous-estimée, surtout à Madagascar, on a peur que les gens nous volent des idées. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un vient vous voler une idée, après il faut qu'il sache la mettre en œuvre et c'est là que votre savoir-faire, on voit la différence. Merci beaucoup. Et finalement, on répète souvent aux entrepreneurs que les marchés existent ou n'existent pas et que c'est très difficile quand on est entrepreneur de créer un marché. Les entrepreneurs partent souvent d'une idée et de la volonté d'offrir un produit ou un service qui à eux leur plaise sans aller comprendre quelles sont les tendances de ces marchés-là. Et je crois que sur l'export, c'est encore plus vrai. Le marché existe ou il n'existe pas, il faut d'abord commencer par le comprendre et répondre à un besoin d'un client et ensuite se demander comment. On a fait un gros tour d'horizon, merci beaucoup, c'était très riche. Je propose qu'on prenne quelques questions si on en a de l'audience, qui est assez nombreuse aujourd'hui. Alors je me demande si elle est aussi active que nombreuse. Non, on a une seule question, très intéressante d'ailleurs. Puisque l'export, c'est pas seulement d'exporter des produits, on peut exporter des services. L'export, finalement, c'est la vente sur un marché extérieur d'un produit ou d'un service qui est produit localement. Donc, on a une question de Andy, merci. Comment une entreprise de services du numérique, une ESN, pourrait-elle intégrer l'exportation de ses services ?
quels seraient les défis spécifiques à surmonter et quelles stratégies pourraient être adoptées pour réussir sur les marchés internationaux? Des accompagnements seraient-ils envisageables dans ce genre de cas, s'il vous plaît? Rita, est-ce que vous avez au sein de la CCIFM des entreprises, est-ce que vous accompagnez des entreprises de services dans le développement sur les marchés internationaux? Et si oui, est-ce que vous avez un petit retour d'expérience sur ce sujet? Alors, pour le marché de services, nous, notre accompagnement était beaucoup plus focalisé sur le marché de produits agroalimentaires, textiles, artisanat. Très peu de services. N'empêche que pour le service que nous avons proposé auparavant, c'était de participer par exemple à des salons professionnels. Ce qui est d'ailleurs ce que je propose toujours quand même aux entreprises et ce que nous proposons toujours aux entreprises pour faire une prospection de marché déjà. Vaut mieux vraiment choisir les salons ou foires. Les foires, on emmène ses produits, on fait la vente, on rentre, on fait des bénéfices, mais c'est très ponctuel. Tandis que les salons professionnels, c'est vraiment très pérenne. On a les clients, on signe des contrats. Et voilà, donc l'objectif pour les entreprises, c'est plutôt vraiment viser les salons professionnels pour avoir des clients vraiment et assurer la pérennité des actions. Alors pour le service, ce que nous proposons toujours, c'est de participer justement à des salons professionnels vraiment dédiés à tout ce qui est service vraiment qui entrent dans les activités des entreprises. Ou également, on organise aussi des rencontres B2B, soit durant les salons, soit en dehors des salons pendant les missions de prospection. Donc, pendant les rencontres B2B, les professionnels qu'on invite sont vraiment très ciblés. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour les services de trouver les clients qu'il leur faut. Après les défis, je n'ai pas vraiment d'expérience par rapport à ça actuellement, mais plutôt vraiment, je ne sais pas, personne n'est dans le service malheureusement. À moins qu'Arnaud a quelque chose. Alors moi j'aimerais juste ajouter quelque chose, je ne suis pas dans le service pour répondre à Andy, mais en tout cas peut-être pour donner une approche plus pratique, à défaut de savoir comment faire, déjà de savoir comment prendre la problématique. Dans la question de Andy, il y a une nuance en fait à relever. Il demande comment on peut, en tant qu'entreprise du service du numérique, s'exporter. Il va y avoir deux approches possibles. Est-ce que c'est de l'exportation, je prends une entreprise qui est basée à Madagascar et je vais aller m'implanter en France ou dans un autre pays, créer une structure sur place et faire quelque chose, ou est-ce que je vais être une entreprise qui va faire de l'externalisation pour des entreprises à l'étranger? Le besoin va être différent et la manière d'y répondre va être différente. Et la première chose que je dirais à Andy, c'est regarde ce qu'il y a déjà autour de toi. À Madagascar, il y a beaucoup d'entreprises qui font des call centers, qui font de l'externalisation, de comptabilité, de ressources humaines et d'autres services qui peuvent être faits à distance. Et donc de prendre exemple sur eux pour voire même se rattacher à eux, pour voir comment déjà répondre à cette problématique depuis Madagascar, parce que ça sera le plus simple. Grâce à Internet, depuis Madagascar, on peut faire énormément de choses. Et après, peut-être dans un deuxième temps, vraiment envisager l'export. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de quelle est la vision? Est-ce que le but, c'est d'avoir du coup des devises? Et c'est pour ça qu'on veut atteindre un marché extérieur? Ou est-ce que le but, c'est vraiment, lui, en tant que personne, Andy, d'aller se mettre à l'étranger et de créer une structure à l'étranger? Merci. Alors, il se trouve que Miracap est investisseur dans une ESN, malgache bien connue et très dynamique. En ce qui me concerne, j'ai pris quelques leçons sur ce secteur. La première, c'est de comprendre ce que les clients achètent. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les clients qui achètent de la prestation de services à Madagascar, ils achètent du prix d'abord. Donc le coût d'un développeur informatique en Europe et aux États-Unis sur les marchés matures est compris entre 700 € par jour et 1200 € par jour. À Madagascar, il va plutôt osciller entre 80 et 300.
vendus par les entreprises qui elles-mêmes réalisent de bonnes marges sur ce secteur d'activité. Donc on vend d'abord du prix, et donc ce prix, il faut arriver à le tenir. Et l'autre élément, c'est qu'on vend de la disponibilité de ressources sur un marché international qui est sous tension sur les ressources en développement informatique. Et en fait, sur ces deux aspects, mon expérience me montre que ces avantages compétitifs se perdent dans le temps pour les entreprises qui exportent. L'avantage prix se perd dans le temps parce qu'en fait, une entreprise qui souhaite attirer et garder les meilleurs éléments a besoin de les payer de mieux en mieux et donc réduit ses marges à mesure que sa demande et que son offre augmente. Et par effet exactement miroir, cette même entreprise a de plus en plus de mal à délivrer de la disponibilité à ses clients puisqu'elle a du mal à trouver les ressources humaines pour grandir et pour assurer la qualité du service. Donc sur les services également, Madagascar est un pays d'échantillons avec des échantillons de qualité, c'est clair, et la difficulté à passer à une échelle industrielle. Or, c'est ce que recherchent les clients. Les clients recherchent du prix et de la disponibilité, c'est-à-dire de l'industriel. Ma deuxième leçon sur ce marché, c'est que plus on est loin de ses clients, plus il faut leur parler souvent. Quand vous vendez des produits dans la rue à Tana, eh bien, vous avez le feedback instantané de vos clients auquel vous vous ajustez de manière instantanée. Quand vous gérez un hôtel, le client est content ou mécontent et vous vous ajustez, vous faites des travaux. Quand vous gérez une entreprise de service sur l'export, il est parfois difficile de percevoir la satisfaction ou à l'inverse le mécontentement de ses clients. Et quand il est exprimé de manière sèche, violente, et il met en danger la survie de l'entreprise. Puisqu'il se traduit souvent par des pertes de chiffre d'affaires importantes. Mon dernier point, c'est évidemment, mais c'est valable pour les produits comme pour les services, le risque de concentration. Quand on est sur une activité de service pour l'international, on a souvent tendance, c'est le cas des centres d'appel notamment, un peu moins le cas des ESN, à avoir un ou deux gros clients qui viennent encore une fois à Madagascar pour avoir du prix sur la quantité de développeurs. Et quand on a un seul client ou deux ou trois, la probabilité qu'il y en ait un qui arrête est très élevée. Et la probabilité que cet arrêt mette en danger de vie ou de mort l'entreprise est très élevée également. Donc, parler aux clients le plus souvent possible, développer toutes les stratégies pour arriver à maintenir le prix et la disponibilité. Voilà les quelques conseils que je donnerais sur un marché qu'on avait estimé il y a quelques années à 50 milliards de dollars uniquement pour la France. Le marché de l'externalisation de services informatiques. Donc autant vous dire que c'est un gros marché qu'il faut aborder avec énormément de sérieux. Je crois qu'on a quelques questions encore. Merci pour... Alors, dans les produits agricoles, quels sont les défis au niveau national et international ? Je crois qu'on en a déjà cité un grand nombre, notamment MIA. Les échantillons, la disponibilité des ressources. Si tu devais résumer, Mia, les principaux défis qu'on rencontre dans les produits agricoles, s'il te plaît. Premièrement, le premier défi, ce serait vraiment l'approvisionnement. De s'assurer que on a le même produit qu'on va recevoir. Je parle en tant qu'exportateur. Le premier défi, ce serait de s'assurer d'avoir la quantité qu'on aura besoin et de maintenir la qualité de ce produit qu'on va recevoir. Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de plantation à grande échelle à Madagascar où on va aller s'approvisionner, dont on pourrait assurer les qualités, par exemple, comme en Afrique du Sud, ou on va dire au Maroc, où la qualité de blé sera la même pour cette année, et qu'on pourra s'assurer que, d'accord, il y a année 1, on aura 10 000 tonnes, année 2, on aura 10 500 tonnes, donc on pourra vraiment se projeter sur le volume. À Madagascar, on ne peut pas se projeter sur le volume. On peut faire des prévisions, mais on ne peut pas assurer un volume précis.
Et la qualité de ce qu'on va recevoir va dépendre surtout aussi de l'année, du climat, du producteur, de la région vers laquelle ça va venir, parce qu'on a un problème de logistique à Madagascar. L'approvisionnement est assez difficile parce que déjà pour faire sortir les produits des contrées ruraux, c'est assez difficile pour que ça arrive jusqu'à nous, pour qu'on puisse les transformer, pour qu'on puisse les conditionner. Et toute cette étape-là présente des risques. À chaque étape, il y a des risques. Donc, l'approvisionnement est un défi. La qualité est un défi. Puis après, il y a aussi la fluctuation des prix. La fluctuation des prix parce qu'on n'aura pas une idée précise de ce que sera le prix. Je parle par exemple de la vanille. À une époque, oui, la vanille verte se commercialisait à plus de 200 000 arrières. Aujourd'hui, il se commercialise à moins de 50 000 arrières. Mais on n'a pas une prévision de ce qu'on aura comme prix à l'export. Et quand même si les clients ont une envie de faire des contrats, ont une envie de signer des contrats, on est dans le flou total parce qu'on ne sait pas quel sera le prix à l'export parce qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le gouvernement qui va mettre son grain de sel dans les filières, ce qui est vraiment un énorme défi à Madagascar. Je parle notamment de la vanille, mais pour les autres produits, on a des défis environnementaux, des risques climatiques, des risques en termes de logistique. Donc, on prend en compte tous ces challenges-là et il faut avoir une certaine flexibilité dans ce métier. De ne pas se dire que oui, on a un marché qui est déjà bien établi, on a un approvisionnement qui est bien établi. Le marché, il n'est pas établi parce qu'il y a une fluctuation sur le marché international. On n'est pas les seuls pays producteurs et on n'est pas les seuls pays exportateurs. Il y a d'autres origines qui sont plus compétitifs et qui sont plus fiables que nous. Donc, pour l'agribusiness à Madagascar en elle-même, moi, la solution que j'ai trouvée personnellement, c'était de créer la chaîne de valeur, de vraiment établir son propre chaîne d'approvisionnement et de travailler avec la communauté, avoir des impacts et structurer cette chaîne de valeur afin de pouvoir répondre à la demande dont on Merci faire. Mia, très clair, et je m'attendais en effet à cette conclusion sur les chaînes de valeur. Au passage, la précédente masterclass que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne YouTube traite de la façon de développer un projet agribusiness solide dans les différentes chaînes de valeur agricoles à Madagascar. Je pense que c'est un excellent complément. On va prendre les questions à la suite. Donc, Missa, comment faire la prospection et la veille de marché, connaître la meilleure destination pour un produit spécifique dans un premier temps et les conditionnalités pour accéder à ce marché dans un second temps. Peut-être, alors Arnaud a en partie répondu, peut-être qu'on peut l'aborder rapidement, enfin concrètement là-dessus sur les institutions, peut-être revenir sur les outils que vous avez à disposition, vous aujourd'hui, pour connaître, prospecter, faire de la veille sur les marchés. Quels seraient les conseils que vous donnez ? Oui. Alors, pour savoir quels produits sont recherchés par un marché, on a Internet. Et il y a beaucoup de ressources disponibles sur Internet. ChatGPT, ça marche pas mal. TradeMap, il y a les sites du gouvernement américain qui décrit quelles sont les importations des États-Unis. Donc, on peut regarder tout ça. On peut voir dans ces sites Internet-là d'où est-ce que ces pays importent USDA, comme Mia l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est market intelligence. Il faut que l'entreprise soit prête à faire ça. On ne peut pas. Il faut que ça commence au niveau des entreprises avant d'aller approcher les institutions ou les chambres de commerce. Il faut déjà que l'entreprise soit prête. Et ça fait partie aussi de l'export readiness de l'entreprise. Est-ce qu'elle sait déjà
par où passer. Donc il y a il y a ça, et après il y a les institutions aussi. Vous pouvez aller à l'AmCham par exemple si vous voulez savoir les tendances du marché américain. Nous avons aussi nos outils qui sont disponibles en ligne, des toolkits que nous avons développés, que ce soit pour l'AGOA, les États-Unis, que ce soit pour le marché régional. Comme je vous l'ai dit, il faut aller au portail d'information commerciale, le site, et télécharger les PDF. Je propose, vu qu'on a eu merci beaucoup Kenny, on a eu beaucoup d'informations précises aujourd'hui. On va envoyer un mail à tous les participants à la masterclass avec un certain nombre de liens vers des ressources, notamment mises à disposition par nos institutionnels, ce qui permettra de prolonger. On va continuer les questions, s'il vous plaît. Est-ce que la participation à ces salons professionnels est accompagnée par la CCIFM ou Miaracap Programme USAID? Pour mon cas, c'est un service de traitement de déchets pour les îles de la région Océan Indien et l'Afrique australe, dont nous avons les mêmes problématiques de traitement des déchets. Je crois que là-dessus, on a en partie répondu à travers Kenny. Il y a des prises en charge prévues, c'est bien ça, mais sur des entreprises qui sont prêtes à aller à l'export. Oui, il y a des prises en charge prévues. Par exemple, pour les 2 salons où on a participé, on a pris en charge une grande partie des stands. Par contre, ce n'est jamais éligible au niveau de notre programme. Tout ce qui est accommodation, tout ce qui est billets d'avion, tout ce qui est frais personnels du staff des entreprises qui vont participer au salon. Donc oui, et ça. Mais par contre, il y a toujours le cost share. Ça, c'est un principe au niveau de l'ATI, c'est que l'entreprise doit participer à un minimum pour pouvoir participer à ces foires-là. Donc, c'est pas 100% gratuit. C'est ce que ça montre l'engagement de l'entreprise et le fait que l'entreprise soit vraiment prête à s'engager dans cette initiative. Côté CCIFM, est-ce que vous avez des dispositifs aujourd'hui de financement sur l'accompagnement à l'export? Oui, alors pour la CCIFM, il y a le financement des bailleurs de fonds. Donc, quand on a les financements, c'est pas systématique par contre, mais quand on a les financements, on finance la participant dans des salons professionnels surtout. On fait pas de foire comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous, on finance les stands, tout ce qui est autour du stand et l'aménagement. Par contre, les participants doivent participer pour leur accommodation également. Et les billets d'avion, c'est 50% participants, 50% CCIFM. Et il y a également la présence de quelqu'un de la CCIFM durant le salon pour tout harmoniser. Et prochainement, on projette également donc de participer par exemple à Cial, Salon de l'agroalimentaire à Paris. Et à côté, on organisera également des rencontres avec des acheteurs à Paris. Et tout ça sera pris en charge entièrement par les bailleurs de fonds, donc via la CCIFM. Oui, vas-y, Mia. En attendant que Mia récupère le micro, au-delà des institutions d'appui, les groupements interprofessionnels, que ce soit les groupements de l'agriculture biologique, les groupements d'entreprises, les groupements de femmes entrepreneurs, n'hésitez pas à rester en veille de ce que proposent les groupements. Je pense que c'est des vraies sources d'accompagnement sur le développement à l'international. Oui, je voudrais juste rajouter de manière plus pratique, il y a plusieurs manières de se faire accompagner, comme pour les salons. La première chose que je voudrais conseiller, c'est d'entrer dans un groupement selon le produit qu'on a ou selon le service qu'on offre. Si on est dans l'agriculture, par exemple, il y a plusieurs groupements, que ce soit la Cimabio, que ce soit le GEM, que ce soit FIVPAMA, ou il y a aussi le GM. Donc ces groupements-là, ils reçoivent des appuis des bailleurs, par exemple le PIC. Le PIC finance beaucoup de salons en Europe. Par exemple, nous, dans le groupement du Cimabio, on bénéficie chaque année, que ce soit à la Biophare ou à d'autres salons. Mais il faut aussi que l'entrepreneur ou
l'entreprise qui veut exporter identifie le salon dont il voudrait participer et propose surtout à ces groupements-là ou et même des fois dans les ministères il y a des offres d'accompagnement, donc il faut déjà identifier le salon où on voudrait exposer, mais pas se diversifier dans tous les salons parce qu'on peut s'y perdre très facilement. Avec Ça des coûte coûts très très cher. élevés. Oui. Avec des coûts très élevés financièrement et en temps. Si on considère que organiser un déplacement à l'international, il faut s'y prendre des semaines, voire des mois à l'avance. C'est du temps qu'on ne consacre pas au reste de ces activités, qui nécessitent souvent de monter des équipes dédiées d'ailleurs, qui passent ce temps. Et la suite, en fait, on néglige aussi ce qui se passe dans les semaines et dans les mois d'après. L'export, c'est le temps long. Donc tout ça, c'est des investissements importants qu'il faut relier aussi avec des vraies opportunités, des volumes. Et on comprend du coup pourquoi les appuis se concentrent sur des entreprises qui sont en partie prêtes à aller vers ces marchés. On arrive au terme d'un échange qui a été extrêmement riche. Je vais essayer de tenir le timing. Merci beaucoup. Je vais faire peut-être un dernier tour de table en forme de conclusion. Si chacun de vous, en 1 ou 2 minutes maximum, avait finalement un insight clé à ressortir de cette discussion ou un conseil pratique activable à donner à nos entrepreneurs, nos partenaires, nos auditeurs, pour encore une fois construire et démarrer des visions solides à l'export, quel serait-il, Rita ? Alors, je dirais que certes, exporter n'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il faut vraiment juste que l'exportateur, l'entrepreneur soit vraiment prêt, se poser les questions et trouve les réponses, même si c'est difficile, trouve les réponses par rapport à tout ça pour pouvoir vraiment entrer dans l'exportation. Et surtout, je conseillerais vraiment quand même qu'il se rapprochent des autres partenaires, voire même, je dirais pas les concurrents. Au contraire, ils doivent vraiment travailler ensemble, surtout s'il veut créer, si les exportateurs de la même filière souhaitent vraiment aller plus loin, créer les chaînes de valeur ensemble pour qu'ils puissent aller vraiment beaucoup plus loin. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin, mais vraiment travailler ensemble avec les partenaires, avec ceux qui sont dans le même secteur que lui, avec les organismes d'appui, parce que c'est notre raison d'être d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment possible. Au niveau de l'USAID et TI, donc moi j'aimerais mettre un peu l'accent sur l'engagement de l'entreprise. Donc une entreprise qui est prête à évoluer à l'international doit être prête à s'investir dans cette expansion-là. Ça veut dire qu'elle doit être prête financièrement, techniquement, au niveau des ressources humaines à s'ouvrir à l'international. Donc les entreprises malgaches, on a été un peu habitués à avoir des assistances venant des bailleurs de fonds. Notre approche est un peu plus différente parce qu'on doit vraiment voir si l'entreprise est prête à s'engager. Donc, on demande à ce que l'entreprise participe surtout au coût, co-investit aussi dans tout ce qui est investissement. Si on leur donne un financement, il faut que l'entreprise soit prête à mettre sur la table au moins le montant demandé au niveau de l'ETI. Donc voilà, c'est pas, les exportations, c'est pas, je dirais que c'est pas difficile si on y met, si on y met toute notre énergie et toute notre volonté. Merci. Alors, moi, pour conclure, j'ai ramené un petit objet qui est souvent avec moi. C'est un Rubik's Cube. C'est un Rubik's Cube qui vient illustrer énormément l'entrepreneuriat de manière générale et en fait la problématique de l'exportation que tout le monde a aujourd'hui. Et comme un Rubik's Cube, déjà c'est un casse-tête, donc quand vous êtes entrepreneur, vous allez vous casser la tête et avoir plein de problèmes. Et votre question, ça va être comment le résoudre.
Et la deuxième chose, c'est comme quand vous faites un Rubik's Cube, ne vous concentrez pas que sur une seule face du Rubik's Cube en vous disant que l'objectif, ça va être de résoudre ça. Voyez plus grand, donc sachez ce que vous voulez comme vision. Ça sera beaucoup plus important que réfléchir à comment vous allez y arriver tout de suite. Si vous ne savez pas tout de suite comment y arriver, c'est pas grave, mais au moins sachez où vous voulez aller. N'hésitez pas à vous poser des questions et à poser des questions même si vous n'avez pas les réponses. Et surtout, dernière chose qui est pour moi le primordial et qui encore une fois est le reflet de cette masterclass, apprenez à vous entourer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un projet humain. C'est un projet où vos collaborateurs, vos partenaires, vos associés, vous allez voir plus que votre femme, vos enfants, vos animaux de compagnie. Donc apprenez à entretenir ces relations, apprenez à prendre contact avec les gens, à réseauter et à entretenir ce réseau parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Merci Arnaud, je pense qu'il a vraiment décrit ce que l'entrepreneuriat et surtout dans l'exportation on devrait avoir comme vision. Moi, ce que j'ajouterais, c'est moi personnellement, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une équipe derrière moi, d'avoir un partenaire qui est bien engagé dans les finances. Donc, j'ai toute cette synergie autour de moi qui m'a permis de vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'exportation qui n'est pas facile, mais on a une équipe derrière, on a aussi des partenaires qui travaillent avec nous dans les chaînes de valeur, qui sont engagés et qui regardent dans les mêmes directions que nous. Et c'est vrai, il faut avoir ces personnes-là autour, que ce soit votre transitaire, que ce soit vos clients. La loyauté dans ce métier est quelque chose de très important. Et ça, il faut le construire et il faut savoir le maintenir. Que ce soit les clients, que ce soit les personnes qui sont là dans le service avec vous, il faut savoir entretenir ces relations-là parce que ces mêmes personnes sont là pour vous épauler, comme vous guider. Et à chaque problème, il y a toujours des approches qu'on n'a pas imaginées. Et ça, c'est ce qu'il faut avoir comme mentalité dans l'exportation, de ne pas se dire qu'on est seul, de savoir demander de l'aide et savoir demander des conseils, que ce soit à ses partenaires, à ses clients, à ses interlocuteurs. Voilà. Merci à tous pour ces échanges très riches, très vrais également, fondés sur vos expériences respectives dans le temps long. Moi, je ne vais pas synthétiser ce qui a été dit, c'était extrêmement clair. J'ajouterai pour ma part un élément, c'est que quand on parle d'export, on a une habitude qui est logique à Madagascar. Finalement, on est systématiquement en concurrence parce qu'on est sur des petits marchés sur lesquels on a coutume de penser que la part qu'on va réussir à gagner sera une part prise sur le gâteau commun. Ce n'est pas le cas de l'export. Madagascar est un nain sur la production de produits ou de services pour l'export, à part sur quelques marchés comme la vanille où on représente une part importante de la production mondiale. Sur le reste, on est sur des pourcentages extrêmement bas du marché global et nos concurrents ne sont pas à Madagascar, ils sont à l'international. À Madagascar, dans nos chaînes de valeur dans lesquelles on opère, en fait, les autres acteurs sont des partenaires qui peuvent nous aider à aller prospecter, à ensemble aller ouvrir des marchés à l'international, à sécuriser des quantités, à améliorer les pratiques, à garantir le respect des normes. On avait une question sur le bio tout à l'heure. Sur le bio, personne n'est concurrent parce que si votre concurrent ne s'engage pas dans le bio, la probabilité que vous y arriviez vous-même, elle est extraordinairement faible de par les effets de contamination. Donc il faut développer vraiment des approches collaboratives. Et là-dessus, moi je suis toujours assez marqué par les délégations d'entrepreneurs internationaux, notamment des îles de l'océan Indien, qu'on voit débarquer à Madagascar lors de la FIM et des différents événements. Je crois que c'est vraiment des approches à promouvoir, de se mettre ensemble en clusters sectoriels avec des approches communes pour aller prospecter et réduire le coût d'approche des marchés à l'international. Voilà, si on devait finalement avoir un résumé finalement
un trait saillant à tout ce qui a été dit ici, c'est que l'exportation s'inscrit dans la vision globale de l'entreprise. C'est le Rubik's Cube d'Arnaud. C'est pas une des facettes du développement de l'entreprise. Elle nécessite de travailler sur tout le reste. Ce qui m'encourage à vous encourager à aller consulter les précédentes masterclass qui apporteront des éléments de réponse sur le passage à l'échelle, qui est absolument indispensable pour aller à l'export, la construction d'une marque, qui est également indispensable pour aller à l'export, la gestion des ressources humaines, qui ne l'est pas moins, et qui me fait dire que le sujet du réseautage pourrait nous animer pour une prochaine masterclass à la rentrée, puisqu'il a été évoqué par nombre d'entre vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour cette masterclass. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Bonnes vacances à tous ceux qui en prennent et merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui.